Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Aujourd'hui on aborde une étape pas toujours facile, comment mieux vivre son divorce. Évidemment chaque cas est unique, mais il est nécessaire de bien s'entourer afin que cette procédure, cette rupture fasse le moins de dommages possible pour vous et vos proches. On en parle dans quelques instants avec mes invités, mais avant on part retrouver Evan. Salut Evan, où est-ce que tu nous emmènes ce matin ? Salut Anne Fanté et bonjour à tous. Ce matin je vous propose de jouer au Palais Breton. Je suis chez David Jeux, ici on fabrique des authentiques jeux de Palais Breton. Vous allez être complètement pro du Palais Breton dans quelques secondes, puisqu'on va prendre les conseils du champion du monde, champion de France, champion du monde, c'est pareil, de Palais Breton. Sébastien, salut. Salut. Est-ce que tu peux nous expliquer en 20 secondes comment on joue au Palais Breton ? Alors c'est facile, on a un mètre, il faut s'en rapprocher le plus près. On a tous 4 palets chacun, on les lance toujours 2 par 2. Celui qui est le plus proche gagne. Donc c'est un peu comme la pétanque, le mètre c'est ce qui va remplacer le cochonnet. Exactement. Et il faut viser, attention j'ai pris des cours avant le début de l'émission, il faut viser la planche là-bas. C'est bon, j'y vais ? C'est ça. Ah, j'avais réussi tout à l'heure et là j'y arrive pas, tant ouais. pis. Bon on va continuer à s'entraîner. Merci, on se retrouve tout à l'heure. Vous en prie. Je vous propose maintenant de rencontrer Lionel, c'est le patron des lieux. Il va nous expliquer un petit peu comment vous fabriquez tout ça. Ah oui, avec le micro que j'ai oublié, le micro arrive, voilà, c'est ça la magie du direct. Bonjour à Lionel. vous. Alors ici, vous fabriquez d'authentiques jeux de palais bretons en bois. Comment vous faites ? Quelles sont vos matières premières déjà ? Alors la matière première, il y a deux matériaux de base, forcément. Donc le peuplier, qui est vraiment l'essence indispensable pour jouer au palais. Pourquoi ? Parce que c'est un bois qui est très tendre. Alors justement, c'est le peuplier en fait. C'est le bois qui va être sur cette planche qui reçoit les palais. Exactement. Donc pourquoi le peuplier ? Parce que c'est un bois tendre. Comme c'est un jeu de lancer, si c'était trop dur, le palais partirait dans tous les sens. Donc ça serait juste injouable. Et alors ensuite, on a aussi des jetons comme ça qui sont quoi en fonte. Ok. Voilà, donc là on travaille essentiellement, quasi exclusivement avec une fonderie qui est basée à Redon, parce que notre façon de fonctionner effectivement, c'est de privilégier un maximum les acteurs locaux. C'est un peu l'éthique de la société. Et donc, c'est 35 000 palais, donc 35 000 jeux de palais, donc 35 000 fois 13 par an qui sortent d'ici. Et c'est à peu près 30 000 planches à l'année qui sortent d'ici. Mais grâce à vous, la Bretagne va envahir le monde. Eh ben, c'est le but. Clairement, c'est notre ambition. Après, effectivement, c'est un jeu plutôt breton qui est connu en Bretagne et qu'on arrive à pousser progressivement hors de Bretagne. Vous avez des points de vente dans toute la France. Je regardais même à Toulouse, en Savoie. Exactement. Donc, alors, la région Rhône-Alpes est un gros bassin de joueurs de palais. Pourquoi on n'a pas encore l'explication. On est en train de chercher justement de creuser. Après, c'est beaucoup de Bretons aussi certainement qui sont expatriés et certainement beaucoup de gens qui sont venus passer en Bretagne un petit moment, qui ont eu l'occasion de participer à une animation ou de découvrir le jeu, qui l'ont sans doute ramené chez eux. Oui, parce que vous faites des animations notamment avec Sébastien qui fait la tournée des bars quand ils sont ouverts pour sensibiliser le public aux jeux de palais. Exactement, c'est un nouveau pôle effectivement. Parler tout à l'heure. Ce petit logo là, produit en Bretagne qu'on voit un peu partout, il a une vraie valeur pour vous. Vous êtes dans ce réseau depuis 2014. Exactement. Pourquoi avoir fait ce choix de rallier moi je suis arrivé dans la société il y a 10 ans maintenant. C'était pour moi une évidence. Pourquoi ? Parce que produit en Bretagne, d'abord c'est un vecteur de communication au niveau des acteurs régionaux, des fabricants, de la culture et autres. Ils ont un pôle culture et évidemment le Palais Breton pour moi a vraiment du sens en Bretagne et c'était juste indispensable et incontournable de s'associer à produit en Bretagne pour être justement un vecteur de communication et les aider et qui nous aident aussi. Bon, est-ce que vous aussi, vous êtes champion de France de palais breton ? Alors, pas du tout. Clairement, très modestement. Moi, j'ai découvert ça il y a une bonne dizaine d'années. J'y joue, mais vraiment en format touriste. Donc, on passe des bons moments pour autant, mais je n'ai pas effectivement le niveau de professionnalisme qu'a Sébastien, clairement. Bon, ça marche, on va retourner voir Sébastien. Puis surtout, tout à l'heure, je vais vous montrer comment on fabrique justement ces planches de bois qui sont hyper résistantes avec une belle équipe de champions, des experts dans leur métier. On en parle tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et avec ce deuxième confinement, nombreux sont les salariés et indépendants qui se retrouvent à télétravailler. Ce matin, nous sommes avec Justine Lemans. Bonjour Justine. Bonjour Anne Fanté, bonjour à tous. Quelle est l'humeur du jour de notre télétravailleuse ? Assez positive. Je profite de ce temps libre pour avancer sur différents projets. Donc c'est bien. Et à quoi ressemble votre bureau confiné ? Montrez-nous un peu. Alors là, c'est un peu atypique parce que je travaille dans ma salle à manger et donc sur ma
Table de salon, voilà. D'accord. Là, je suis en train de préparer différents lives qui vont arriver sur les réseaux et dont un live maquillage. Donc voilà, j'aime bien moi avoir de la place, j'aime bien m'étaler et avoir de la lumière du jour. Je trouve que c'est important pour se booster. Et qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui ? Après, c'est plutôt mes clients, puisque donc, moi, je travaille seule, donc je n'ai pas forcément de collègues. Donc, je vois plutôt mes clientes et au quotidien, ou même si les prestataires avec lesquels je travaille, les magasins ou les salons de coiffure. Donc, c'est peut-être plutôt cette ambiance, ce lien avec les personnes qui me manque un peu plus. Mais voilà, je trouve d'autres solutions pour réussir à être toujours positive. En tout cas, on sent votre enthousiasme et votre positivité. Vous êtes une télétravailleuse plutôt en mode pyjama ou tenue vestimentaire rigoureuse chaque matin ? Ah non, tenue vestimentaire rigoureuse chaque matin. Je vais chercher mon fils à l'école en plus, donc voilà, pour le respect de tout le monde, on s'habille. Et quels sont vos rituels dans la journée pour vous offrir des espaces de liberté ? Alors, j'essaie d'avoir un rythme comme à l'habitude. Voilà, j'ai des petits-enfants, donc forcément, ils ont un rythme aussi. Une fois que tout le monde est parti, par contre, je prends le temps de boire mon thé tranquillement. Et puis ensuite, je me mets à travailler jusqu'à aller récupérer mes enfants le soir. Donc, non, j'ai un bon rythme. Je m'octroie juste un peu de temps, des pauses, comme je disais, le matin, le midi. Et après, je continue à travailler. Il faut vraiment mettre ce temps à profit, en fait. Vous ne ressentez pas, en tout cas, ce sentiment d'enfermement, parce que vous travaillez à la maison, vous êtes confiné à la maison, vous gardez toujours le moral. Non, ouais, vraiment, en fait. J'ai eu plus de mal avec le premier confinement, mais là, le deuxième, j'ai vraiment mis en amont des choses pour pouvoir travailler si ça se passait à nouveau, et c'est le cas. Donc, je trouve des activités. Merci beaucoup, Justine, d'avoir été avec nous. Bon courage à vous dans les prochaines semaines. Je vous le disais au début de l'émission, le divorce n'est jamais une étape facile. Comment mieux aborder cette expérience douloureuse ? Vous voyez ces explications en chiffres et en images. On en parle tout de suite après avec mes invités. Je te quitte. Non, c'est moi qui m'en vais. Un couple sur 10 avait l'intention de prendre ses distances après le confinement. Mais pas besoin de huis clos et de crise sanitaire pour avoir envie de se quitter. En France, la moitié des couples mariés finissent par divorcer. 140 000 divorces sont prononcés chaque année. Les plus diplômés sont ceux qui divorcent le plus et un tiers des divorces prononcés est dû à l'infidélité d'un des deux partenaires. La nouveauté, c'est l'explosion du divorce par consentement mutuel, qui permet depuis 2017 de se passer de juge. Il est plébiscité par 72,8% des couples en instance de séparation. Principal avantage, la rapidité. Mais ce divorce à l'amiable suppose d'être d'accord sur le mode de garde des enfants, la pension alimentaire, l'attribution de la propriété du logement ou l'établissement d'une prestation compensatoire s'il existe une disparité de revenus entre les époux. Cela suppose également que chacun prenne un avocat. Et cela n'empêche pas d'éventuels frais de notaire pour régler la question du patrimoine. Pour réussir son divorce, même si on n'est plus aimable, il faut au moins la jouer à l'amiable. Voilà pour ce tour d'horizon. En ma compagnie ce matin, maître Valérie Obgiller-Gilbert, avocate. Nathalie Vézillier, vous êtes médiatrice familiale à l'espace de médiation à Rennes. Patricia Blin, vous êtes psychologue. Et enfin, Yolande Delabigne, on vous souhaite la bienvenue dans l'équipe d'Ensemble c'est mieux. Vous serez notre Madame Bonne Nouvelle, belles histoires selon les jours. Et ce matin, il sera question d'hommes qui portent des jupes. Je n'en dis pas plus. À tout à l'heure. Yolande. Alors pour parler du divorce, j'ai l'impression que c'est une affaire de femmes, un plateau 100% féminin ce matin. Je ne sais pas, peut-être que les hommes nous regarderont, nous écouteront. On attaque à présent donc notre dossier du jour. On parle divorce. Un mariage sur deux en France se solde par un divorce. Est-ce que vous avez constaté, maître, une recrudescence des procédures de divorce après le premier confinement ? Pas vraiment les procédures de divorce parce que c'est un flot assez continu depuis quelques années. Les divorces, vous l'avez dit, ce sont des gros volumes judiciaires, mais aussi depuis 2017, le consentement mutuel a explosé. Et c'est vrai que le divorce par consentement mutuel par avocat, sans passer par un juge, séduit les gens. Il faut néanmoins s'entendre en amont sur l'ensemble des conséquences du divorce et c'est parfois ça le plus difficile. Et qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on sollicite un avocat ? Alors,
En fait, je dirais qu'il faut faire un travail de projection et un travail d'inventaire. Un travail de projection, il faut essayer de savoir ce qu'on veut faire de sa vie future. Où est-ce qu'on veut habiter, comment est-ce qu'on veut régler sa vie avec ses enfants et avec son ex-conjoint. Si on a des enfants, il restera pour toujours le père ou la maman de ces enfants-là. Il faut faire aussi un travail d'inventaire. Il faut regarder ce qu'on a dans son patrimoine. Il faut regarder comment on est marié, si on a un régime matrimonial, si on a des économies, si on a reçu des donations, si on a reçu des héritages. Enfin voilà, il faut se poser. Il y a un certain nombre de questions à se poser, oui. Et noter toutes les questions qu'on va poser à son avocat, parce que souvent c'est la première fois qu'on rencontre un avocat et les gens oublient plein de choses et sont obligés de revenir une deuxième fois pour compléter l'inventaire. Alors Patricia Blin, on l'a vu, on l'a entendu, le confinement a mis à rude épreuve les couples. Qu'est-ce qui se joue dans ces moments si particuliers ? On a été obligés de rester ensemble. Voilà. 4 heures sur 24. Ce qui était quand même une situation complètement invraisemblable, cette histoire-là, et ça continue, même si c'est aménagé maintenant. Mais probablement que ça a mis en lumière, en tout cas, les points qui étaient déjà existants. Voilà, sans doute l'union très forte, mais aussi les failles, parce que c'est aussi ça, la vie. Mais en tout cas, on peut aussi le voir comme une formidable, entre guillemets, occasion de se poser les vraies questions. Est-ce que dans ma vie, je suis toujours aussi bien avec cet homme-là ou cette femme-là ? Voilà. Alors on entend souvent dire qu'il faut réussir son mariage à défaut d'avoir raté son... Ah non, il faut réussir son divorce à défaut d'avoir raté son mariage. Oui. Et pourquoi il faut interroger ce terme « réussir » ? Oui, c'est une bonne question parce qu'on est un peu sous les injonctions là, comme ça, d'une société où il faut absolument réussir, mais dans le sens gagner, le succès. Est-ce qu'on va réussir son divorce, qu'on va réussir une épreuve, je ne sais pas moi, d'examen, un entretien d'embauche ? J'ai envie de vous dire que non, parce que le divorce, c'est une séparation, c'est une rupture et c'est une vraie épreuve de la vie. Alors moi, je vous proposerais plutôt réussir dans le sens pouvoir le réaliser. Réussir à divorcer, c'est quand même autre chose et c'est quand même une invitation aussi à quand même à entrevoir vraiment autre chose, de pouvoir le réaliser. Ça adoucit quand même, ça apaise. On n'est pas obligé de tout réussir. Vous êtes d'accord, Nathalie Vézillier ? Il ne faut pas absolument réussir son divorce, le terme n'est pas approprié. Oui, je suis d'accord avec Madame Blin. Effectivement, c'est une épreuve de la vie pour les époux et ils font face à des pertes assez importantes et c'est un appel au changement en fait. Ouais. Donc la médiation dans ce cas-là, ça peut être une opportunité de se rencontrer dans un lieu neutre, de favoriser un temps d'écoute de chacun. Avec un tiers, parce que c'est la spécificité aussi de la médiation, un médiateur familial qualifié pour se parler de ce qui fait conflit et qui touche en fait à la redéfinition de leur lien. On va y revenir tout à l'heure. Prendre le temps. Ouais, prendre le temps en tout cas. Question qui revient souvent aussi, Maître, peut-on avoir le même avocat pour les deux parties ? Non. Depuis 2017, le nouveau divorce sans le juge nécessite la présence de 2 avocats. C'est également pour que chaque époux puisse bénéficier d'un conseil indépendant. On est toujours indépendant, mais c'est vrai que chacun son avocat, ça permet aussi de négocier des accords et ça permet aussi de réussir le divorce parce que tout le monde doit se sentir égal et sentir qu'il a été défendu et qu'il a été entendu dans le cadre de son divorce par son avocat. Alors je vous propose maintenant d'écouter cette question de Jannick. Est-ce qu'on peut se séparer à l'amiable ou divorcer à l'amiable sans pour autant passer par un juge ? Merci. Alors vous le disiez tout à l'heure, divorcer sans un juge, c'est désormais possible en France. Expliquez-nous comment ça marche. En fait, le divorce sans juge, ça nécessite qu'en amont, les époux se soient entendus sur le principe du divorce, la répartition de leur patrimoine et l'organisation de la résidence des enfants, s'il y en a. Une fois que ces questions sont résolues, les avocats rédigent une convention de divorce qu'on adresse ensuite à nos clients. Et lorsque un délai de réflexion est intervenu, nous faisons signer dans nos cabinets la convention de divorce qui est ensuite enregistrée au rang des minutes d'un notaire pour lui conférer un caractère exécutoire. Et cette procédure, elle est très courante aujourd'hui ? C'est la majorité des divorces ? Ce n'est pas la majorité parce que j'entendais réussir à divorcer. Parfois, il y a des gens qui veulent divorcer mais qui réussissent à ne jamais divorcer au bout de plusieurs années. C'est quand même divorce par consentement mutuel, la possibilité de divorcer en quelques mois et dans des conditions apaisées avec des concessions réciproques souvent. Et justement, Nathalie Vézillier, comment la médiation peut accompagner des personnes qui divorcent aujourd'hui ?
Quand la confiance s'est dégradée entre les personnes et qu'elles veulent pouvoir échanger sur leurs besoins et ce qui fait conflit, quand il y a des tensions entre elles autour de questions éducatives, qui va chercher les enfants, qui conserve le carnet de santé, et également... c'est sur des questions finalement très pratiques, c'est ce que vous nous dites? Tout à fait, très pratico-pratique, et également sur la question de la séparation, parce que quelquefois les personnes peuvent être dans l'incompréhension de cette prise de décision. Et en tant que tiers, quelle est votre posture? Alors, en tant que médiatrice familiale diplômée d'État, je suis soumise à un code de déontologie. D'accord. Voilà, qui est la neutralité, l'impartialité, l'indépendance, et je suis tenue à la confidentialité des débats. Donc, voilà, je les soutiens en tout cas dans leurs échanges. Je ne juge pas leurs propos et également, je leur permets de pouvoir exprimer, en tout cas, pour chacune d'elles, ce qu'elles ressentent et ce qu'elles vivent de la situation. Un espace de parole et d'écoute. Oui. Alors, les divorces sont plus ou moins longs selon les cas. Alors, il y a le côté très administratif, très juridique, et il y a aussi l'acte de se séparer. Patricia Blin, qu'est-ce que ça revêt comme étape? Je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Réussir à divorcer, effectivement, parfois, ça prend des années. Ça dit bien toute la complexité, en fait, du désir, en fait, parce que c'est pas si simple de divorcer. Dans la réalité, même si ça paraît comme ça clair, ce n'est plus supportable. Mais il y a quand même aussi des étapes, parce qu'avant de divorcer, on s'est mariés, et avant de se marier, on s'est rencontrés. Donc voilà, là est toute la complexité, parce que finalement, de quoi je veux me séparer dans ce qui a fait rencontre avec l'autre. Qu'est-ce que j'ai rencontré de moi dans l'autre? Je me suis épris de l'autre, de ce que j'ai sans doute vu de moi dans la personne, et il y a tout un imaginaire qui a construit le couple aussi. C'est un peu comme une étoffe, en fait, de fils, de chaînes et de trames. Voilà, ça s'est entremêlé, et on a construit un couple. Et maintenant, il s'agit alors certes, d'un point de vue technique, juridique, de couper ça, mais voilà, il va rester comme ça des fils, ça s'arrache comme ça un peu, mais c'est pas si simple. Voilà. Et il y a cette question aussi de se dire que le divorce est mal vu, Yolande Delabigne. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez comme sentiment? Ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quand même très accepté, là, maintenant. Je pense que... Non, moi, ce que j'aurais bien aimé savoir, c'est que quelle est la différence entre le divorce où on s'entend plus, j'en ai marre de ramasser ses vieilles chaussettes sales, etc. Bon, le truc un peu normal. Et puis le divorce où ça fait 25 ans qu'il ou elle vous trompe, qu'il a une seconde vie, qu'il a machin. Où là, il y a presque de la haine, quoi. C'est pas du tout le même divorce, il me semble, que c'est pas la même chose. Et là, comment on gère ça? Parce que l'espèce de haine, souvent, quand on a aimé quelqu'un, on peut le haïr. Et là, c'est terrible. C'est un peu la même face d'une même pièce. Il y a l'amour et la haine. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, finalement, dans la rencontre, on projette beaucoup de choses, beaucoup d'attentes. Et en fait, finalement, quand l'épreuve de la réalité, voilà, peut-être les tromperies ou ça ne vient pas répondre, eh bien, tout d'un coup, on va se mettre dans le lien affecté va se transformer aussi en reproche. On va reprocher. Oui. Voilà. Et justement, Nathalie Vézillet, ce sont dans ces cas-là qu'il faut surtout une médiation? Alors, ils peuvent, à travers l'histoire de couple, en médiation familiale, on peut aborder, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, différents aspects de la séparation. Parfois, on peut faire un retour sur l'histoire de couple, pour leur permettre d'échanger et de détricoter leurs liens, de mettre du sens ensemble, que ça fasse du sens commun pour chacun d'eux, parce que effectivement ils ont construit une relation amoureuse et pour se séparer, il faut pouvoir regarder et pouvoir mettre des mots sur cette relation amoureuse. Ça leur permet de s'approprier, en tout cas, leur histoire, mais également de sortir peut-être d'une position de victime ou de coupable dans laquelle ils pouvaient être pris. Et pour les enfants aussi, ce n'est pas toujours une période facile. Dans les dossiers de divorce, la question des enfants, c'est toujours l'objet de tensions, maître?
Oui, parce que les enfants, les parents ne devraient voir que l'intérêt des enfants. Néanmoins, quand la guerre est déclarée, chaque parent voit son propre intérêt et l'enfant devient un objet de rivalité. Et là, c'est vraiment la situation qui est dramatique parce que tout le monde souffre, les adultes et les enfants. Donc les enfants ne doivent pas être écartés de la réflexion sur le divorce quand ils ont l'âge de donner leur avis, mais même quand ils sont petits, parfois les enfants, je pense, savent même avant leurs parents que leurs parents vont divorcer. Donc on ne doit pas les écarter de ce processus de réflexion et de l'endroit où ils vont habiter. On ne peut pas imposer à des petits-enfants de changer de maison toutes les semaines s'ils n'ont pas envie. Et justement, Patricia Blin, comment faire pour qu'ils ne subissent pas ces conséquences négatives d'une séparation, d'un divorce ? Alors, est-ce qu'on peut vraiment les éviter ? Un divorce reste une séparation, une rupture, donc c'est forcément, leur vie ne va plus être la même. Donc, je ne sais pas si on peut éviter ça, mais effectivement, il y a un avant et un après. Et vous avez raison, les enfants l'ont bien senti, l'ont bien vu que les parents se déchirent. Et ils le savent déjà avant. Seulement, voilà, l'annonce vient quand même dire les choses. Vous me disiez en préparant cette émission, Maître, que ce qui peut rendre aussi les choses moins compliquées, c'est le contrat de mariage et c'est pas très pratiqué en France. C'est hyper mal vu en fait. Absolument. C'est-à-dire que dans ma pratique professionnelle, je ne fais quasiment jamais de consultation prénuptiale. On ne vient pas me voir pour me demander comment est-ce que je vais me marier pour l'éventualité où je vais divorcer. Mais c'est vrai qu'il faut toujours penser à l'avenir. Et en France, il y a à peu près que 16% des couples qui ont un contrat de mariage, alors même que l'objectif, quand on se met en couple, c'est d'avoir des enfants, c'est d'acheter une maison, c'est de construire un patrimoine. Et lorsqu'on divorce, on voit bien que toutes ces questions financières sont des points de difficulté. Donc pourquoi ne pas consulter un avocat ou un notaire avant de se marier ? Ça porte pas malheur. Mais c'est pas romantique. C'est ça. C'est pas très romantique, mais ça permet aussi que les choses soient claires parce que y a des fonctionnements dans les couples qui amènent aux difficultés au moment du divorce, notamment des fonctionnements financiers qui amènent à la difficulté au moment où on divorce. Ce sera la conclusion de notre dossier du jour. On parle divorce, mais pensez au contrat de mariage. Merci à toutes les trois d'avoir participé à notre dossier du jour. Allez, on marque une pause pour aller retrouver Evan. Evan qui plonge ce matin dans l'univers du palais breton, pas celui qui se mange, mais on parle bien du jeu. Regarde Enfanté, vu que je sais que tu es fan de la galette saucisse, j'ai trouvé pour toi un jeu de palais breton. Il est beau, hein? Magnifique. Alors justement, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fabrique ces jeux de palais breton. Enfin, c'est pas vrai qu'il va vous montrer, c'est Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Tu es responsable de cet atelier. Oui. Combien vous êtes à travailler déjà chez David Jeux? Comment? Combien vous êtes à travailler chez Alors David nous Jeux? sommes une équipe de 8 personnes actuellement dans l'atelier. Nous fabriquons tous nos produits dans nos locaux, ici même. Alors justement, on va vous montrer comment est-ce qu'on arrive à fabriquer cette planche de bois. Ça commence par un morceau de bois, tout simplement, voilà, qui va être travaillé. C'est ça, on ressent un morceau de bois brut qui va être travaillé dans les machines que vous voyez derrière nous, qui est un dédoubleur et une 4 faces, qui permet d'avoir une surface sur le haut et sur le bas de la planche. Donc on voit les petites rainures là. Voilà, ainsi que les rainures qui vont permettre d'assembler les planches pour fabriquer notre planche finale qu'on va voir sur le poste suivant. Donc dans une planche, d'ailleurs, on va s'approcher. Dans une planche finale, il y a combien de petites planches? Alors on va assembler 2 languettes. Tiens, je vais te débarrasser. Voilà, ouais. c'est ça, qu'on voit ici. Donc vous voyez Wanos en train de monter. Il y a 2 languettes, une en bas, une en haut. Ensuite, on va monter 5 planches verticalement. La machine va les serrer en force pour qu'elles soient bien emboîtées. Et là, à l'instant même, vous voyez les clouteurs qui viennent clouter la planche en haut et en bas. On a 4 clous en haut et en bas de la planche. Et comme ça, elles sont hyper compressées. Donc hyper compressées, voilà, très rigides, très, très solides. Parce que mine de rien, pour recevoir le palais en fonte qu'on a vu tout à l'heure, il faut quand même que ça soit solide. C'est un bois, le peuplier, c'est un bois. C'est un peuplier qui est quand même, c'est un bois qui est tendre, qui va permettre au palais d'accrocher, mais en même temps, il faut que l'assemblage de la planche soit extrêmement solide pour résister au lancer des différents palais. Et on risque pas de se prendre des échardes, vous le pensez? Non, du tout. Bon, super. Et alors en fait, une fois que ces planches ont été assemblées, vous allez faire une autre étape qui est l'étape de personnalisation. Voilà, on personnalise 80% de nos planches. Donc là, on vient sérigraphier les planches sur ce poste-là.
Alors justement, on peut mettre un petit symbole comme le Triskel. Voilà. Et puis si on peut s'approcher avec la caméra pour voir la sérigraphie, je vais te laisser nous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, donc là on a un écran de sérigraphie comme celui-ci qu'on vient apposer sur la machine en fonction du design qu'on veut obtenir. Ensuite on appose l'encre et tout simplement on vient racler sur l'écran de sérigraphie pour nous permettre d'avoir le design que vous voyez ici. Et on peut faire des planches personnalisées à partir d'un exemplaire. Tout à fait. Par exemple, donc avec la photo du caniche de ma grand-mère. C'est ça, exactement. À la demande du client, on peut, sur notre site internet, vous pouvez commander un design particulier. Voilà, on vous a présenté plusieurs planches différentes, différents modèles. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier, très rapidement? C'est la passion du jeu en bois, de la planche à palais, et également d'être content d'avoir une super équipe. On est vraiment une équipe gagnante et qui sont tous passionnés dans ce métier. On y prend vraiment plaisir. Une équipe de gagnants. On va aller voir ça justement dans quelques minutes puisqu'on va retrouver Sébastien, le champion de France, voire champion du monde même, de palais breton, pour nous donner un petit cours particulier. Puis vous allez voir qu'ici, c'est pas le seul jeu qu'on fabrique. Je vous en dis pas plus. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Place maintenant à notre rubrique emploi. Comme chaque jour, on fait découvrir les coulisses d'une profession. Voyez le portrait de Benjamin. Il est brasseur. C'est bon, tout est prêt, hein. On est bon. Là-bas, c'est ouvert. Je m'appelle Benjamin Gaufre, j'ai 36 ans et je suis brasseur. J'ai travaillé 10 ans à la Défense, sur de l'ingénierie. Et donc, ce projet, c'est une reconversion. L'idée, c'est que moi, je suis passionné des arts de la table, des métiers de bouche. Comme j'adorais la bière, j'ai décidé de me lancer en tant que producteur de bière. Entre le moment du brassage et le moment de la dégustation, il y a quand même énormément d'étapes. Moi, j'aime vraiment l'idée de transformer un produit brut en produit fini. Donc là, on part de l'orge jusqu'à la bière. Comme la bière, c'est festif. C'est vrai que quand on dit je suis brasseur, ça amène un côté sympa. Après, les gens, ils voient pas le côté rude que c'est, je pense. Voilà. Le métier de brasseur, avant tout, c'est un métier de passionné. Il faut aimer les produits qu'on vend. C'est un métier du goût. Donc, malgré tout, il faut quand même, je dirais, avoir un palais quand même assez fin. Donc, le brasseur a une qualité de biérologue en même temps, quoi. C'est lui qui est le garant de la qualité de la bière. C'est vraiment important d'accueillir des brasseurs, de former des jeunes et de créer de l'emploi chez les jeunes. C'est vraiment un truc important pour moi. Moi, maintenant, je sais ce que je fais. Je sais pourquoi je me lève le matin. Voilà pour ce portrait. Pour en savoir plus sur ce métier, Claire Guérin nous a rejoint. Bonjour Claire, vous êtes conseillère Pôle emploi à Rennes. Le métier connaît un nouveau souffle depuis quelques années. Ah oui, bonjour. Oui, c'est un métier qui est porteur. Comme disait Benjamin, il y a beaucoup de jeunes en fait qui se forment à ce métier-là. Et donc c'est porteur à l'international aussi. Il faut savoir que 70% des ventes de bière se font via la France. Elles sont produites dans notre pays. Et quelles sont les grandes missions du brasseur, Claire ? Alors, les missions du brasseur. Donc, on est le métier donc, de brasseur, c'est celui qui fabrique la bière. Donc, on est sur la fabrication, la conservation, le conditionnement, l'approvisionnement en fait des boissons alcoolisées. Donc, ces missions sont spécifiques. Il doit vraiment être autonome. Il doit avoir, comme disait Benjamin, c'est un métier qui est physique parce qu'on va travailler sur la fabrication jusqu'à l'approvisionnement. Donc il y a de la logistique, tout un travail sur cette conservation. On est là de A à Z, c'est ça ? Conditionnement. Voilà, c'est le tout. Et faut pas idéaliser ce métier. Avec les brasseurs avec qui j'ai pu échanger, il faut savoir que c'est pas juste aimer la bière. C'est vraiment la fabriquer et jusqu'à la vente. Il y a tout un travail à réaliser sur cette fabrication. C'est un métier, comme disait dans le film, c'est un métier du goût, mais c'est un produit qui est vivant. Il y a
y a des calendriers à Il y a beaucoup de respecter, paramètres à prendre en compte. attentif. Voilà, c'est très rigoureux. Et est-ce qu'il existe des formations pour exercer le métier? Alors, on a des formations qui sont plus larges, des CAP, des bacs pro, des BTS, hein, par rapport à tout ce qui est production, agroalimentaire, biologie. Et on va avoir aussi des formations plus spécifiques dans des organismes privés, où on est plus sur la brasserie même, le métier de brasseur même. Et combien de postes sont à pourvoir en Bretagne? Alors là, actuellement, on n'a pas de poste à pourvoir en Bretagne. C'est vraiment un microcosme. Ils ne mettent pas d'offres en ligne. Par contre, il y a des recrutements, mais comme j'en ai pu échanger avec les entreprises, ils sont sur des recrutements de personnes qui ont vraiment des spécificités, qui sont spécialisées dans le bio ou dans l'agroalimentaire. Merci beaucoup Claire pour toutes vos précisions. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Un dernier conseil niveau emploi à ceux qui souhaitent tenter l'aventure de l'entrepreneuriat. Voici les quelques questions qu'il faut avoir en tête. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Auto-entrepreneur, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer? D'abord, avez-vous les capacités nécessaires? Pour devenir traiteur à domicile par exemple, il faut bien sûr que vos petits plats soient top, mais aussi que vous sachiez calculer le prix de revient d'un menu. Et les tâches administratives, aurez-vous le temps? Matériel, coût de transport, financièrement, avez-vous chiffré vos dépenses? Ce qui nous amène au deuxième point. Votre business est-il rentable? Savez-vous où trouver vos clients? Répondre non ne doit pas vous faire abandonner, mais vous permettre d'anticiper, de compléter votre formation, de chercher des financements, d'identifier vos potentiels clients, de tester votre idée, mais aussi votre motivation. Dans tous les cas, n'hésitez pas à en parler et à poser les questions à celles et ceux qui se sont déjà lancés dans le domaine de vos rêves. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Voilà pour nos conseils emploi du jour. Place maintenant à notre belle histoire. Yolaine Delabigne, vous nous parlez ce matin de féministes. Alors, et de solidarité vis-à-vis des femmes. Alors, j'aurais déjà qu'on voit des photos et que vous me disiez ce que vous pensez, ce que c'est que ces photos. Voilà, alors ce sont des garçons habillés en jupe. Alors, on pourrait croire que c'est une blague d'école, une grosse fête. Pas du tout, en fait. Ce sont des Québécois, des jeunes Québécois qui sont arrivés à l'école habillés en jupe pour justement un message de tolérance vis-à-vis des filles. Alors, je voudrais juste vous lire, parce qu'évidemment, tout ça, c'est sur les réseaux, un petit message qui est trop mignon d'un d'eux. Dans mon école, il y a eu pas mal d'histoires avec le code vestimentaire, des filles qui se font sortir de leur cours à cause de leur longueur de jupe, d'autres qui reçoivent des commentaires totalement déplacés, du genre « Regarde-toi, comment t'as pas d'allure ». Souvent, les filles se font dire qu'elles dérangent les garçons avec la manière dont elles s'habillent, et nous sommes totalement en désaccord. Nous pensons que c'est aux garçons de se concentrer par eux-mêmes et que cette responsabilité n'appartient pas aux filles. Les garçons portent la jupe pour démontrer leur soutien envers les filles. Et si tu veux porter une jupe, tu peux le faire même si t'es un gars. Et je trouve que c'est trop mignon. Alors ça rappelle ce qui s'est passé à la rentrée en France. C'est exactement ça. La rentrée, elle a été chaude, on s'en souvient pas, mais il y a pourtant pas très longtemps. Il y a eu plein de messages qui ont fleuri un peu partout sur TikTok, vous savez, l'appli de partage vidéo, sur Twitter, Instagram, de filles qui s'étaient fait refuser carrément de rentrer en cours parce qu'elles avaient un décolleté, une jupe trop courte, etc. Du coup, c'est monté. Ça a commencé un peu à s'énerver et il y a eu le fameux 14 septembre. Le 14 septembre, il y a eu un mot d'ordre. Allez les filles, allez-y, en gros décolleté, short, etc. On y va à fond. Et c'était les hashtags lundi 14 septembre ou hashtag libération du 14 carrément. Décidément, la jupe est très politique. Ça rappelle la journée de la jupe, notamment. Exactement. Et en plus, ça fait un peu peur parce que, souvenez-vous, la journée de la jupe, c'est né en 2006. Comme quoi, tout ça n'est toujours pas résolu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est né ici, en Ille-et-Vilaine, dans un lycée tout près de Rennes, absolument, dans un lycée de première, où les filles, là, si elles en avaient marre qu'on leur dise « mais non, t'as une jupe », etc. Donc, elles ont commencé à dire « écoutez, on a ras-le-bol, on a envie de s'habiller comme des filles ». Ça a été repris par les syndicats, les associations, et puis surtout, c'était très popularisé, par le fameux film avec Isabelle Adjani, La journée de la jupe en 2009, je ne sais pas si vous l'avez vu, où elle est prof et elle veut absolument instituer une journée de la jupe pour justement montrer aux garçons qu'une fille, ça peut porter une jupe sans être impudique ou quoi que ce soit. Et c'est même devenu politique puisque 2 ans après, en 2011, il y a la ministre des Sports de l'époque, Chantal Jouanneau, qui a carrément
créé une polémique énorme, où elle a raconté que quand elle arrivait en jupe à l'Assemblée nationale, les garçons, les hommes, lui faisaient des réflexions du genre, c'est à vous tout ça, vous habitez chez vos parents, etc. Enfin, le truc complètement Et on se souvient aussi de la robe à fleurs de Cécile Duflot. Exactement. Et ce qui est dingue, c'est que les hommes, mais aussi les femmes, étaient contre, en disant oui, quand même, pourquoi elle dit ça, cette façon toujours de... Ce qui est quand même incroyable, comme quoi parfois les femmes peuvent être... Bref, c'est pas gagné, d'où cette journée du 14 septembre. Alors non seulement c'est pas gagné, mais rappelez-vous quand même la réponse de notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il suffit de s'habiller normalement et tout ira bien. Alors, tout le monde a dit, mais ça, c'est quoi s'habiller normalement ? Il va falloir plus d'explications là. Alors, je vais juste, par exemple, vous rappeler un petit truc, c'est qu'aujourd'hui, s'habiller normalement, c'est une jupe aux genoux. Or, je vous rappelle que jusqu'à très peu de temps, et dans encore beaucoup de pays, c'est la chose quasiment la plus sexualisée chez les femmes, c'est les chevilles, les jambes et les genoux. Donc, pour certains, une jupe aux genoux, c'est pas s'habiller normalement. Donc, finalement, en fait, ça veut rien dire, quoi, finalement. Et c'est un mouvement qui a été appuyé par bon nombre de personnes. Alors, oui, un peu toujours les mêmes. La chanteuse Angèle, merci Angèle. Marlène Schiappa. Bon, c'est un peu toujours les mêmes. Moi, je voudrais... Côté garçon, je trouve quand même que c'est pas formidable par rapport à nos amis québécois. Donc, j'aimerais bien que les garçons en France aident un peu plus les filles. Je terminerai juste quand même avec un joli, justement, message de soutien d'une association qui s'appelle Nous Toutes, qui dit, voilà, sur Instagram, sur Twitter, pardon, nos tenues ne sont pas le problème, c'est le harcèlement, les agressions, les viols, soutien à tous celles et tous ceux qui refusent la culpabilisation des femmes. Et il y a un garçon qui a répondu, qui s'appelle Antoine Thomas, et je le trouve trop mignon. Ce lundi, j'aurai 40 ans à être différent et à accueillir avec bienveillance et respect les personnes différentes. Le problème n'est pas la tenue ou la couleur des cheveux, le problème c'est le manque de tolérance et de respect. Soyons nous-mêmes. Bravo. Bravo. Bravo, vous êtes d'accord, mesdames, les hommes doivent être nos alliés sur ces questions féministes ? Tout à fait. Enfin, ouais. on est ça va de soi. Voilà, on est tous dans la société. Ouais. Il y aurait peut-être moins de divorces s'il y avait plus de tolérance entre les femmes et les hommes. Patricia Blin, quelle part peuvent jouer les hommes dans ces causes féministes qui nous concernent tous, en fait, finalement ? Alors, peut-être un éveil aussi dès le début de l'éducation. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez. Effectivement, les femmes, on n'est pas tendres entre nous. Ah non. Voilà. Donc, ça commence aussi peut-être par nous, le regard qu'on a sur nous-mêmes. Est-ce qu'on s'autorise ? Est-ce qu'on autorise aussi aux autres femmes ? Et sur nos filles. Et sur nos enfants. Voilà. C'est vrai, élever un garçon avec les causes féministes, Nathalie Vézillet, c'est un vaste sujet. Oui, c'est pouvoir entendre aussi les besoins en dessous. Pourquoi je pourrais porter une jupe et puis là, je repère que ce sont des kilts et donc c'est les Écossais qui portaient des jupes. Donc, c'est pas né de la dernière pluie. Merci beaucoup, Yolande, de nous avoir présenté cette initiative. Eux aussi sont victimes très souvent d'agressions dans la rue, les personnes LGBTQI. Vous aussi, près de chez vous, vous pouvez grossir les rangs des associations qui combattent l'homophobie. Vous voyez comment ça marche. L'homophobie, c'est vraiment inacceptable. Eh ben, engage-toi pour la combattre. Vous êtes sensible à la cause LGBTQIA+, c'est-à-dire aux discriminations, aux violences et aux préjugés subis par les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les trans, les queers, les intersexes ou les asexuels? Ça tombe bien, les associations contre l'homophobie recherchent des bénévoles dans tous les domaines où elles interviennent. Écoute, intervention en milieu scolaire ou auprès de publics d'adultes, soutien juridique, communication, rédaction, organisation événementielle, internet. Les actions sont diverses et chacun ou chacune peut apporter ses compétences et sa motivation pour y contribuer. Emmanuel a rejoint l'association SOS Homophobie il y a 2 ans. On intervient dans les collèges et les lycées, pas du tout pour faire des cours magistraux sur les LGBTI-phobies, on est là vraiment pour avoir de l'échange, pour construire avec les jeunes. Alors, on va discuter de ce que c'est qu'une discrimination, ce que c'est que le sexisme, les stéréotypes de genre, sur comment on peut réagir face à telle ou telle situation. On peut pas se battre contre la haine seulement avec des lois et des manifs. Souvent, c'est juste de l'ignorance, c'est un vécu qu'on connaît pas et sur lequel on a beaucoup d'a priori. Et contre ça, faut de l'éducation, faut du dialogue. C'est pour ça que j'ai rejoint SOS Homophobie. Combattre l'homophobie, un engagement utile auprès de ceux qui en souffrent et important pour faire évoluer les mentalités. Faire évoluer les mentalités ensemble, c'est mieux. Allez, on repart retrouver Evan à Martigné, faire chaud.
Ensemble, c'est mieux. Et ben oui, même quand on joue à des jeux, et ici, chez David Jeux, non seulement on fabrique des jeux de palais bretons, mais aussi des quilles finlandaises. Et Lucille, tu vas nous faire une petite démo et nous expliquer c'est quoi ce jeu. Alors les quilles finlandaises, c'est vrai que c'est un des autres jeux phares de l'été, toujours dans l'esprit des jeux en bois et des jeux en plein air. Le but est simple, c'est d'être le premier à arriver à 50 points. Donc vous avez des quilles numérotées de 1 à 12. Et grâce à l'aide de cette superbe partie en bois, il faut donc dégommer les quilles et marquer des points forcément avant les adversaires. Alors, tu veux le faire? Je t'en prie, je te sens motivé. Alors attention. Voilà, j'ai tout gagné. Non, j'avoue, il faut être un peu plus loin normalement. C'est ça. C'est pas grave. Alors, justement, ce petit terrain de jeu, là, il est super parce que vous pouvez l'installer en intérieur, en extérieur. Tout tient dans le camion. C'est ça, ça vous permet de faire des animations. Exactement. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle nos palais-dromes. En fait, c'est comme les boulodromes, mais en plus breton. Et donc l'idée, c'est qu'on a 6 terrains comme ceci, qu'on transporte dans notre game truck, qu'on a créé cet été, tous ensemble avec l'entreprise, pour pouvoir justement exporter le palais breton, exporter ce sport régional au national. Et vous allez où? Est-ce que vous pouvez aller dans mon jardin, par exemple, pour mon anniversaire? Et avec grand plaisir. Aujourd'hui, on organise aussi bien des animations pour les CE d'entreprise, des séminaires, également dans des bars, des campings, et pour les particuliers, pour des anniversaires, des fêtes de famille. On adapte l'animation à vous et à vos jeux préférés. Et c'est vraiment un jeu pour tous les âges. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle un jeu intergénérationnel. Aujourd'hui, le palais, on y joue avec les enfants, les petits-enfants, les grands-parents. C'est vraiment le jeu idéal du dimanche après-midi après le poulet rôti. On sent la pratique. Alors, si vous vous demandez ce que c'est, restez bien avec nous. Je vous donne la réponse dans 30 secondes. Teasing. Justement, Sébastien, toi, tu es champion de France de palais breton. C'est ça. Tu fais du palais depuis quel âge? J'ai commencé à 2 ans tout petit avec des palais en bois. Mon père, il m'a mis directement au palais. Enfin, même ma maman, elle joue aussi, mon papa, tout le monde joue chez nous, donc c'est obligatoire. Bon bah super, alors tu vas peut-être pouvoir nous faire une petite démo de ça. Alors qu'est-ce que c'est? Explique-nous. Alors c'est souvent pour les plus anciens, mais après ça peut être pour tout le monde, ceux qui ont mal au dos. Pour les ramasser, c'est beaucoup plus facile. Regardez comme c'est magique. Voilà, je me baisse. On va faire ça un peu mieux. Tac, et clac, c'est aimanté, je ramasse le palais. Et je ne vois pas pourquoi c'est réservé qu'aux anciens, parce que franchement c'est trop bien. Ah ouais. Bon, merci beaucoup Sébastien. Lucille, c'est aussi l'occasion de parler. Pour soutenir les entreprises locales comme la vôtre, à Noël, on peut aussi acheter un jeu de palais breton plutôt qu'un jouet en plastique. Et oui, tout à fait. Aujourd'hui, sur notre site internet davidjeux.fr, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos jeux de palais, de nos quilles finlandaises et aussi depuis cette année des bons cadeaux qui sont valables 1 an sur notre site web et qui vous permettent de profiter de toute notre gamme et surtout des exclusivités web et des surprises qui arrivent en 2021. Oh là là, elle fait bien son boulot. Et alors, on peut aussi le faire personnaliser. Tout à fait. J'envoie une photo de n'importe quoi, vous pouvez l'imprimer. Exactement. Vous envoyez une jolie photo de votre famille, de votre chat ou de votre plat préféré ou un petit texte sympathique et on l'imprime pour aujourd'hui personnaliser votre planche pour avoir vraiment la planche la plus unique qui existe. Bon, c'est la vôtre. Toi aussi, tu es une championne de palais? Pas du tout. J'essaye. Sébastien est un bon professeur, mais j'ai un doigt en moins, donc je suis pas très douée. Allez, vas-y. Et en plus, le maître est le palais le plus difficile. Il faut pas quand même. Pas d'excuses. Concentration ultime. Il y a quand même une technique. Hein. Ah, je suis trop court. Voilà, c'est pas grave. On retentera hors antenne. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toute l'équipe de nous avoir reçus ici chez David Jeux ce matin. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, Evan. Merci à toutes nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Et Yolène, merci pour cette première avec brio. Ensemble, c'est mieux, c'est déjà fini. Demain, on évoquera la situation des parcs de loisirs qui doivent se réadapter en raison du Covid-19. Ce sera notre dossier du jour. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne et à demain. Thank you.